Choisir un grand peintre dans les collections du musée du Louvre. Décrocher tous ces tableaux des murs. Les sortir de leur cadre. Les poser sur des chevalets à hauteur du regard. Les rassembler tous dans une même salle. Faire venir du monde entier des conservateurs, des historiens, des restaurateurs, des scientifiques, les plus grands spécialistes de l'œuvre du peintre et les réunir dans la salle avec les œuvres pendant 2 jours. Les laisser étudier et discuter en toute liberté. Voilà la recette de ce qu'on appelle des journées d'études. Ces journées ont été consacrées au grand peintre français Antoine Watteau. Né à la fin du XVIIe siècle sous le règne de Louis XIV, Watteau a rencontré de son vivant un succès immédiat et sans égal chez ses contemporains. Sa carrière fut brève. Il n'a travaillé qu'une quinzaine d'années et est mort à 37 ans seulement. Il a pourtant laissé une œuvre considérable. On compte des milliers de dessins et plus de 200 tableaux que les princes d'Europe et les collectionneurs privés s'arrachaient. Le Louvre en conserve 13. C'est peu en regard de l'étonnante production du peintre. Une grande partie de cette collection est entrée au musée au milieu du XIXe siècle. Lorsque cette peinture, un temps méprisée et vilipendée après la Révolution, fut réhabilitée. En nombre de tableaux, cette collection paraît modeste pour un artiste français aussi important. Elle compte pourtant certaines des œuvres les plus belles et les plus célèbres du peintre. Pour ces journées d'études, les tableaux de Watteau quittent leurs murs, leurs cadres et leurs verres protecteurs pour être rassemblés dans une grande salle, à la lumière du jour, posés sur des chevalets les uns à côté des autres, comme dans un atelier. Face à eux, une brigade d'experts venus du monde entier pour les étudier, les examiner, les questionner dans un rapport d'intimité à l'œuvre exceptionnel. Au plus près des tableaux, ils sont là pour voir ce qui n'est pas fait pour être vu. Pendant 2 jours, ils vont regarder ces œuvres non pas comme des tableaux achevés, mais comme des objets vieux de 3 siècles, dont la moindre craquelure, fissure, dégradation en dit tout autant sur la manière dont ils ont traversé le temps que sur les techniques de cet artiste à la mode qui a su créer un genre et parfaitement répondre à la demande de ses très nombreux amateurs. I've never, even the paintings I borrowed for the show in Valenciennes, I never saw out of the frame. So it's interesting to see them in bright light, which I never saw. And that always makes a big difference. Yeah. Also psychologically, I have the impression. Well, you can see much more. Yeah. I mean, the color changes. It's almost like cleaning. Yes, I think it's because it becomes an object. I mean, before it's an image, then it becomes an object somehow. Yeah. En pleine lumière, si ces tableaux changent de nature, on pourrait presque y voir la main d'un autre peintre. This one, it looks the same thing. I mean, that's a very Rubensian figure. In fact, it may be something that I actually know. And this also could be, if you disregard the proportions, could be Rubens. Because he does cross the feet like that and has that Michelangelo's contrapposto. But again, it seems more decorative, but you can't be sure. Me rendre compte de quelque chose que je n'avais pas vu auparavant. C'est qu'en fait on voit de la peinture sur le champ là, qui correspond à cette espèce de petit bosquet qu'on avait vu à la radio. J'arrive pas à le faire. Voilà, ça y est. On n'avait pas fait attention aux tranches parce qu'on l'avait vu encadré. Et en fait, sur les tranches, on voit un petit peu de peinture, un peu de cette première couche qu'on voit bien sur les bords. Donc ça serait intéressant de pouvoir l'examiner sous bino pour voir un petit peu ce que c'est. Si c'est uniquement cette préparation sombre qu'on voit ou si c'est
une première étape de la composition. Oui, on l'avait vu pourtant, mais on l'a pas Nos vu. spécialistes ont ici l'heureuse surprise de découvrir fortuitement de la peinture originale, jusqu'alors cachée sous le cadre. Parfois, leurs découvertes peuvent avoir des conséquences inattendues. Pierrot, dit autrefois Gilles, est un des tableaux les plus célèbres et les plus fascinants de Watteau. Il est d'autant plus fascinant qu'il ne surgit de nulle part lorsqu'il est découvert près d'un siècle après la mort du maître. La légende dit qu'il aurait été trouvé par hasard place de la Madeleine chez un brocanteur qui aurait écrit sur la toile pour s'en débarrasser « Achetez-moi, je suis là tout seul ». Œuvre majeure du maître, le tableau au format monumental n'a pas pu être décadré à l'occasion de ses journées d'études, mais nos experts se sont déplacés jusqu'à lui. Ce tableau énigmatique tient une place centrale dans l'œuvre du peintre. On ignore tout des circonstances et des conditions de sa réalisation. Il n'a pas été vu dans l'atelier de Watteau, pourtant très régulièrement visité par ses contemporains. On ne sait pas à quelle date il a été peint, ni en combien de temps. Ni pour qui, ni pourquoi. Le tableau est unique par son format, exceptionnellement grand. Il ne ressemble à rien du reste de la production de Watteau. Enfin, personne ne sait qui est le modèle de ce personnage de foire, à l'expression fascinante. Mais c'est surtout sa composition qui a fait couler beaucoup d'encre depuis que le tableau a été redécouvert. Gilles n'est pas placé au centre du tableau, mais il est très subtilement décalé sur la gauche. Ce décentrement a inspiré de très nombreux commentaires. On a évoqué la géniale idée du peintre, une audace d'une étonnante modernité. Le mythe qui s'est construit depuis 2 siècles autour de ce tableau et de son fameux décentrement va être quelque peu malmené au cours de ces journées d'études. D'étranges traces laissées par le temps ont été récemment découvertes. Quand on regarde l'œuvre en lumière rasante, on se rend compte que sur le visage de Gilles, il y a des marques d'anciens châssis. Donc on a le montant en haut et puis en bas, ici, on voit qu'il y a un montant horizontal au-dessus des marques. Si on observe l'emplacement de ce premier châssis, il est pratiquement au centre de la figure de Pierrot. On a fait des sondages sur les 4 bords et on a constaté que les bords de la peinture originale ont été coupés. Voilà. Donc on ne peut pas en savoir sur les 4 côtés. Donc ce qui fait qu'en fait, le Pierrot est vraiment au centre de la figure et plus légèrement décalé comme il apparaît. L'audace et la subtilité de cette composition ne seraient donc qu'une simple affaire de coups de ciseaux. Dans un premier temps, les marques de l'ancien châssis ont déterminé un centre qui n'est plus vraiment au centre. Il manquerait, pour être très précis, 12,8 cm à gauche et 12,7 cm en bas du tableau. La toile retrouve ainsi son centre, le format, ses dimensions originales et Gilles, une position des plus banales, au centre de la composition. Mais un examen plus poussé a permis de découvrir que 5 cm manqueraient aussi à droite. Pour conserver notre précieux centre retrouvé, il faut alors ajouter à gauche 5 cm de plus. Mais la toile ayant aussi été coupée en haut, tous les calculs sont à reprendre. Il manque peu de choses, hein. Il manque très peu de choses. Hein. Non, vous faites un constat, c'est tout. Hein. mais quand même, on peut très bien vivre avec ça comme ça. Oh oui, je m'en contenterai. C'est quelques vingtaines de centimètres de plus et on change quand même de perception. Hein. Ça devient vraiment quelque chose de beaucoup plus décoratif. Il y a un équilibre, on ne le voit pas tout de suite. Et ça s'est fait avec beaucoup d'intelligence. Hein. Et si bien coupé que c'est Watteau lui-même qui l'a coupé. Ah ouais. C'est si bien coupé. Oui, il a voulu rattraper. La symétrie était gênante. Voilà. Même coupé sur les 4 côtés, ce tableau reste monumental. Son étonnant format pose de nouvelles questions à nos spécialistes. Avait-il une fonction particulière et à quel décor était-il destiné? I think I would tend to keep romantic myths aside for a while. Regarding the subject,
but also regarding the history of the painting. In any case, it's an exceptional painting and probably with an exceptional function. And I think as long as we don't know more about the function or we don't have some ideas to discuss, I think we will always get caught up in this question of style because we have nothing to compare it to. Avant qu'il ne soit coupé, ce tableau devait probablement faire près de 2 mètres de haut et plus d'1,70 m de large. Peut-on se figurer ce monumental Gilles dans le salon d'un particulier? Encore faut-il que la pièce soit assez vaste, que les meubles aient été poussés, que les murs aient été libérés, que la hauteur sous plafond soit suffisante. Certains l'ont plutôt imaginé ornant le palier d'un grand escalier. Le personnage étant en légère contre-plongée, il doit être regardé d'assez bas. D'autres ont préféré l'imaginer comme un élément de décor d'un théâtre. D'autres encore suggèrent qu'il aurait pu servir d'enseigne à un café rue Quincampoix. Au-delà du Gilles, c'est en fait toute l'œuvre de Watteau qui comporte de nombreuses zones d'ombre. Les tableaux de Watteau ne sont ni signés ni datés, mais ils ont des titres. Ce ne sont pas des titres qui ont été donnés par Watteau lui-même, mais par les graveurs qui ont donc publié l'œuvre de Watteau juste après sa mort. Ce sont des titres souvent fort poétiques, Les deux cousines, L'indifférent, la Finette, Fête vénitienne, L'Assemblée galante. Ces titres nous sont parvenus donc, et comme les œuvres de Watteau ne sont pas narratives en elles-mêmes, ne racontent pas d'histoire connue, c'est très difficile de savoir ce qu'ils représentent et, j'allais dire, de leur donner un titre. Comme ces titres existent, évidemment, les historiens d'art ont essayé de découvrir peut-être le mystère que l'on cherche toujours pour expliquer ces œuvres qui sont fondamentalement ambiguës. Contrairement à ses contemporains, Watteau a peu traité les genres narratifs que sont la peinture d'histoire, la peinture religieuse ou la peinture mythologique. On considère souvent qu'il n'est pas besoin d'être érudit pour comprendre ces tableaux qui ne racontent pas d'histoire connue. Mais paradoxalement, cela les rend beaucoup plus complexes à interpréter. D'autant plus complexes que les titres qu'ils portent leur ont été donnés bien après la mort du peintre, et ils sont souvent trompeurs. Le titre est toujours un petit peu énigmatique, d'autant plus énigmatique que les examens récents ont fait apparaître un quatrième personnage, un cousin ou une cousine, on ne sait pas, que vous pouvez voir ici, quasiment à l'œil nu, mais beaucoup mieux sur les clichés infrarouges. Le peintre est revenu à peindre le ciel par-dessus. Donc il y a tout un changement de composition, de thématique. Quel est ce quatrième personnage? Est-ce le résidu d'une autre composition? Est-ce une première pensée pour le couple assis? Un homme, une femme, il a une plume. Pour qualifier les modifications apportées à une œuvre, les spécialistes ont tout un répertoire de termes, bien précis. Ils parlent de retouche, quand des détails sont parfaits par un restaurateur ou corrigés par le peintre lui-même. Ils parlent de repeint, quand un restaurateur modifie la composition en y ajoutant des éléments. Le repeint peut être dit de pudeur. Le repeint peut être dit de style. On change la forme d'un chapeau ou d'un bijou pour les remettre au goût du jour. Le repeint peut être simplement technique. Il sert à masquer un accident ou l'usure de la couche picturale. Enfin, quand c'est le peintre lui-même qui change d'avis en cours d'exécution, on appelle cela un repentir. To me, two women, two men would make sense at the beginning, and then he changed minds. Changed his mind. And then decided ménage à trois. Yeah, or to create a problem. Right. Devenue solitaire, la cousine qui nous tourne le dos a acquis une très forte autorité plastique. Ce modèle de figure plaît à tel point au peintre et à ses clients que ces femmes de dos semblent passer de tableau en tableau. Mystérieuses, le visage caché, elles intriguent. Inaccessibles, elles permettent toutes les projections.
Watteau tient là une formule qui va faire son succès et qu'il n'hésitera donc pas à réutiliser dans plus d'une 50aine de tableaux. Tous vendus. Cette répétition d'un certain nombre de figures chez Watteau reste difficile à analyser. Le comte de Caylus aurait tendance à nous expliquer que c'était par distraction, qu'il avait son livre d'esquisses ou d'études et qu'elle s'ouvrait à peu près toujours à la même page et qu'il reprenait toujours la même page, ce que j'ai un petit peu de mal à concevoir. Mais lorsqu'il y a un genre qui séduit, un type de peinture qui séduit, tout le monde a envie plutôt d'avoir des tableaux qui se ressemblent que des tableaux complètement différents. Ce genre inventé par Watteau, c'est celui de la fête galante. Les fêtes galantes, ce sont des scènes de plaisir courtois où de jeunes gens semblent se susurrer des paroles d'amour. Et chaque spectateur peut lire ces scènes au gré de ses penchants, y projeter ce qu'il désire. Le pèlerinage à Cythère, grand tableau allégorique de l'amour, a été très diversement interprété. Au point que depuis 3 siècles, on ne sait plus très bien quel titre lui donner, ni dans quel sens il faut le lire. Comme tous les tableaux de Watteau, le pèlerinage a été gravé peu de temps après la mort du maître, et cette gravure a eu des conséquences surprenantes sur l'analyse du tableau. Pour pouvoir faire la gravure d'un tableau, il faut d'abord en faire une copie parfaitement conforme sur une feuille de dessin. Soit le copiste passe de très longs moments devant le tableau pour tenter de le reproduire, soit il se contente de tremper une feuille dans de l'huile. En séchant, elle devient transparente. Il lui suffit ensuite d'appliquer délicatement ce calque artisanal sur le tableau et de redessiner par-dessus. Passons maintenant à la plaque à graver. Il faut dans un premier temps appliquer un vernis épais sur toute la surface. Puis, poser le calque dessus. Repasser sur les contours du dessin à l'aide d'une pointe qui creuse le vernis protecteur. Tremper ensuite la plaque dans un bain d'acide qui va attaquer les zones mises à nu. Ancrer la totalité de la plaque. Essuyer. L'encre reste dans les parties creusées par l'acide. Il ne reste plus qu'à presser fortement une feuille de papier sur la plaque. Le papier absorbe alors les parties ancrées. Le résultat final est inversé par rapport à l'image gravée sur la plaque et donc par rapport au tableau d'origine. Si on lit la gravure de gauche à droite, comme il est d'usage, on a l'impression que les pèlerins s'apprêtent à embarquer sur le bateau à droite de la composition pour partir vers Cythère. Mais si on lit le tableau, toujours de gauche à droite, on a plutôt l'impression que les pèlerins sont en train de quitter l'île idyllique pour retourner à la terre ferme. Cythère, c'est donc l'île de l'amour, c'est une sorte de métaphore donc de l'amour sexuel, disons. Donc c'est un lieu mythique et ce n'est pas très clair dans la composition de Watteau. On ne sait pas où est l'île précisément. Est-ce qu'elle est devant nous, au premier plan, donc les pèlerins sont déjà dans l'île, ou est-ce qu'elle est tout au fond, dans ces montagnes vaporeuses, etc. Le titre de la gravure semblait très clair, embarquement pour Cythère. Mais un historien d'art du XXe siècle a pensé qu'il fallait peut-être retourner la situation et étudier le titre qui était inscrit sur le registre de l'Académie. Pèlerinage à l'île de Cythère. C'est aussi ambigu que la composition elle-même. Le terme de pèlerinage peut à la fois évoquer un départ et un retour. Il convient donc à toutes les interprétations possibles. Il n'éclaire pourtant toujours pas le spectateur sur le véritable sens à donner au tableau. Faut-il voir chez ces jeunes galants de la joie et de l'empressement à rejoindre Cythère pour s'y compter fleurette, ou au contraire, de la tristesse et de la déception à devoir déjà quitter l'île? So this sort of this fluidity, leaving everything unfinished. Il a trouvé notre registre de dire les choses avec juste un petit non-expression, c'est ça. Suspension. Oui. Si ce pèlerinage à Cythère reste encore équivoque, notre champion de l'autocitation en a composé une autre version, pour certains un peu plus explicite. De même sujet, même composition et même dimension, cette version aujourd'hui à Berlin comporte quelques différences iconographiques.
Elle est plus meublée. Il y a 24 personnages au lieu de 18 dans celle de Paris. Le bateau a reçu de grandes voiles et des passagers supplémentaires. Les poutis sont beaucoup plus nombreux à volter dans les airs et les montagnes vaporeuses ont ici été remplacées par un grand ciel d'azur. Le style y est plus appliqué, plus fini, la touche du pinceau moins légère et vibrante que sur celle du Louvre. On a la chance d'avoir 2 tableaux sur un même thème, le pèlerinage à l'île de Cythère du Louvre et l'embarquement pour Cythère de Berlin. Ce sont deux versions de même format d'un tableau très ambitieux, sans doute le plus ambitieux de toute la carrière de Watteau. La première version, celle du Louvre, il l'a faite pour sa réception en tant qu'académicien, donc son histoire est tout à fait claire. Pourquoi existe-t-il une autre version? Bon, l'artiste avait une clientèle assez importante, donc il n'y a pas de honte à refaire, à retraiter un même thème qui ressemble quand même au premier, sans tout à fait le copier. Les 2 versions sont tout de même assez semblables. Mais la question qui occupe nos spécialistes n'est pas d'en relever les différences, mais plutôt de savoir laquelle des 2 a été peinte en premier. He was already planning a second version while he was painting the first one, because there is counterproofs. So we have 3 examples where this is the case, and these are the only 3 paintings where we know that he wanted to paint a second version from very early onwards already. La contre-épreuve est une technique de reproduction bien connue des peintres. Le procédé classique consiste à appliquer une feuille préalablement mouillée sur un dessin que l'on veut reproduire. On passe les 2 éléments sous presse, le papier humide vient absorber comme un buvard le dessin qui se trouve dessous. Le résultat est bien sûr inversé par rapport à l'original et souvent un peu pâlot. Watteau, toujours impatient, a une autre technique plus rapide encore qui lui permet de reproduire directement d'une toile à l'autre. Sur un tableau tout juste ébauché, notre fougue peintre se contente de plaquer une feuille de papier qui va absorber rapidement l'huile de la peinture encore toute fraîche. Il obtient ainsi sans trop d'effort une reproduction à échelle d'un ou de plusieurs éléments d'un tableau, qu'il pourra conserver une fois le tableau vendu. Et bien sûr, réutiliser à sa guise pour d'autres toiles. Il a fait de contre-épreuves de ces figures qui sont peintes simplement à l'huile, sans couleur, simplement de lignes, comme un dessin. Et il y a plusieurs toits, vraiment, pour ce tableau. Et il a utilisé ces 3 contre-épreuves pour le tableau à Berlin, le 2e embarquement. Mais ici, avec les grandes fenêtres, sans le cadre, on peut voir plus directement. Je n'ai pas de choses artificielles, de binoculaires ou choses comme ça. Je peux voir exactement avec mes yeux et mes lunettes. Si certains sont sûrs de ce qu'ils voient et des preuves qu'ils avancent pour affirmer l'antériorité de la version de Paris, d'autres sont plus circonspects. Je n'ai pas très bien compris. Alors, cette contre-épreuve est une preuve que la version de Berlin serait la 2e version. Non, je crois que ça ne fonctionne pas. Hein. We know 3 examples of counterproofs. Apparently he was preparing the first ébauche. He was putting a sheet of paper on it, taking it off, putting it aside. And then actually the mystery starts because they don't have the exact technique he used. He used to use the counterproofs. Yeah. Sure. Le mystère est d'autant plus grand que Watteau aurait été le seul à procéder ainsi et que ces fameuses contre-épreuves ne sont désormais plus accessibles. Elles appartiennent à des collections privées. Ich werde jetzt immer irritierter, ob das nicht doch die 2. Fassung ist. Wir müssen darüber noch mal ganz neu nachdenken, ob die Berliner Fassung nicht doch früher sein kann als die. Wir drehen jetzt alles um. Wir drehen die ganze Chronologie Watteau drehen wir jetzt um. Ja? Müssen Sie gleich mal die Experten diskutieren. Nein, das haben wir haben eben hier schon diskutiert. Ach so, und? Ja.
Ja, man weiß es nicht, warum eigentlich nicht. Ich habe es immer ganz anders gesehen. In den Berliner sehr viel stärker experimentiert worden ist als in diesem hier. Le doute s'installe chez certains. L'argument des contre-épreuves n'ayant pas vraiment convaincu tout le monde, l'expertise se poursuit à l'appui d'un nouvel élément. Quand on peint à l'huile, il faut être très patient. La peinture à l'huile ne sèche pas, elle durcit seulement. On dit qu'elle cicative. Ce processus de durcissement est très long. En moyenne, il faut bien attendre 1 siècle pour considérer un tableau comme sec. Pour accélérer le temps de séchage entre 2 couches, le peintre peut ajouter dans son mélange de couleurs du cicatif, un agent qui accélère le processus de durcissement de la peinture. Watteau en était un très gros consommateur. Toujours pressé de terminer ses toiles, le jeune peintre reprenait ses compositions, mais sans jamais attendre que la couche du dessous ne soit sèche. Au bout de quelques mois seulement, la peinture se craquelle. Ces craquelures prématurées, typiques de la technique peu soignée de Watteau, sont un précieux indice pour les experts. Elles permettent de localiser à coup sûr une reprise du peintre. On appelle les craquelures prématurées parce qu'elles viennent très tôt par rapport aux craquelures d'âge qui viennent tout simplement avec le vieillissement de la matière. Donc là, on se doute qu'il y a quelque chose dessous. Et il est certain que dans sa première composition, c'était une pluie d'ange. Et avec le temps, toujours avec ce phénomène de transparence accrue, on les voit réapparaître. Et vous avez ici un angelot qui est vu de dos avec les fesses. On l'a volontairement laissé apparaître parce que quelquefois, on calme, comme on dit, on calme un petit peu les repentirs si ça devient gênant pour la compréhension de la composition. Mais c'est merveilleux aussi de sentir les hésitations du peintre. On a retrouvé des repentirs sur la version du Louvre, mais pas sur celle de Berlin. Tout porte donc à croire que c'est la version de Paris qui aurait été réalisée la première, avec quelques hésitations, et que la version de Berlin serait donc sa réplique, sans retouche. Mais certains de nos experts ne voient pas les choses d'un même œil. La question des repentirs touche justement à la partie qui est largement modifiée. Les repentirs sont très nombreux dans les amours et dans ce groupe, et si je ne m'abuse, très faibles dans toute la partie droite du tableau. Le tableau de Paris serait la deuxième version, avec quelques petits changements décidés par Watteau après avoir exécuté la version de Berlin. Mais au fond, est-il si important de savoir lequel des 2 tableaux a été réalisé en premier? Ce sont 2 grands chefs-d'œuvre et 2 versions. C'est toujours mieux qu'une. D'autant que celle du Louvre a dû être mise à l'abri quelques mois dans les greniers pour échapper à la vindicte révolutionnaire des étudiants du peintre David qui n'avaient que mépris pour ce type de peinture. La jugeant trop frivole, ils l'ont attaquée à coups de boulettes de terre glaise et de mie de pain. À l'article de la mort, Watteau aurait enjoint son curé de brûler tous les tableaux de nus qu'il avait réalisés et qui étaient encore dans son atelier. Cette Diane au bain a heureusement échappé au bûcher. I actually would support the idea that it's a late painting in the way it uses the old masters, because it's again this idea of a fragmented, of just one figure taken out and used for something different, because it's not a Diana originally. Yes, it's just a background figure in a scene of Diana, and so it's this associative technique which Watteau uses quite often. I mean, he thinks of the Diana in the painting, but he doesn't use the figure of the Diana, but another figure in the painting, and he makes the transfer in a way. And all of this, to me, is typical for later works. Pour la plupart, quand Watteau a copié les maîtres anciens ou les maîtres contemporains, il a copié seulement les dessins et pas les tableaux. Oui, mais dans le tableau, il y a vraiment les pieds dans l'eau, ce qui n'est pas le cas du dessin. Moi, je trouve que c'est plus proche du tableau, finalement. On ne sait pas. On est un petit peu surpris par la façon qu'il a d'accentuer certaines zones par des traits rouges. C'est assez curieux, ici, là. C'est quelque chose qu'on voit ailleurs. Ah oui. Oui, mais ça ressort plus, là, quand même, non? Oui, ça ressort. On a absolument qu'un tout petit glacis, quand même. Sur d'autres, que
fois sur le pèlerinage. Alors c'est beaucoup plus fin sans doute, mais ces rehaut un peu vermillon comme ça, c'est assez fréquent. Pour ce qu'on a vu en tout cas, je ne sais pas si pour les vôtres c'est fréquent ces rehaut. Non, mais je pense que c'est pour le rendre lisible. C'est un tableau qu'on voit dans un angle extrême. Hein. L'anatomie est un peu pour pas être vue d'en bas. Et les traits en vermillon le rendent plus clair, l'anatomie. Le fait que nous sommes un peu gênés par ce tableau, c'est parce qu'il n'était pas très confortable dans ce registre. C'est ça qui est un peu le problème. Et moi, étant anglaise, parce que ça fait un très grand rôle, ça a joué un grand rôle dans la peinture anglaise avec les Gainsborough, etc. Alors pour moi, c'est très bizarre, mais je le trouve la couleur pas du tout gênant parce que ça me fait rappeler de Gainsborough. S'il manque effectivement un peu de glacis à cette Diane, si son corps est plutôt étrangement proportionné et si le peintre n'a pas lésiné sur le vermillon pour corriger ses petits défauts, la déesse est pourtant sans conteste attribuée à Watteau. Ce n'est pas le cas d'une autre toile. Là, le problème se pose à l'envers. Le tableau est trop bien fait, ça ne peut pas être de Watteau. Is the sort of painting you look at and think something about that painting isn't quite okay. Ces tableaux sont des rescapés. Avant de se retrouver à l'abri du musée, ils ont connu 3 siècles de tribulation. Passant de main en main, ils ont changé de taille, de forme. Ils ont été déchirés, recousus, restaurés, désentoilés et réentoilés, vernis et revernis. Mais la pire épreuve, c'est de n'être plus reconnu comme un Watteau. Mais quand je vois ce tableau, sans savoir si c'est de Watteau ou d'un autre, il me paraissait l'œuvre d'un portraitiste. Le visage est très beau. Le tissu et the lace, comment s'appelle ça? La dentelle. La dentelle, c'est très bien fait. Pas du tout dans l'esprit de Watteau. Et à l'autre côté, le paysage est très plat. Et je ne trouve pas le feuillage vivant, ni le tronc d'arbre, ce n'est pas le style de Watteau. Je crois que Watteau, c'est une autre personne. Vous l'avez toujours cru, peut-être? Oui. On ne voit pas exactement Watteau dans le sens. C'est très bien fait, c'est très beau. Oui. Mais Christiane et moi, nous avons parlé de... Mais alors, qui sait? Mais c'est très difficile à attacher un nom comme ça. Peut-être l'ancrer tout de même. C'est pas... Il est officieusement acquis depuis quelques années que ce tableau n'est pas de Watteau. Il faut maintenant lui trouver un auteur, et ce n'est pas simple. Le peintre a rencontré un tel succès sur le marché que beaucoup d'artistes se sont inspirés de lui. Quelques imitateurs, oubliés depuis, mais aussi des suiveurs de renom, comme Nicolas Lancret. This is very like Lancret's larger hand portrait foliage. It's the face that is disturbing. Si raffiné, si fini. Ce n'est pas impossible. Les mains sont très proches de Lancret. If they were unattached from this painting, I would say that hand was by Lancret. If they didn't belong to the head, but they do. But they do. So I'm not convinced that it is not. Il y a beaucoup de problèmes d'attribution, d'abord parce qu'il y a quelques tableaux non documentés et surtout que le marché a toujours, même dans les périodes où on dit que Watteau était marginal, était friand de ces tableaux. Et donc, il a fallu, dans certains cas, fabriquer des Watteaux pour répondre à la demande ou donner à Watteau un certain nombre de tableaux de ses émules, de ses contemporains, qui permettaient aux collectionneurs d'avoir une œuvre de Watteau. Donc, le succès d'un peintre, et Watteau est loin d'être le seul dans ce cas, détermine finalement une œuvre de plus en plus volumineuse qui pose évidemment des problèmes d'attribution. Si les toiles de Watteau et de ses pâles imitateurs s'arrachaient,
les collectionneurs étaient aussi très friands des tableaux sur bois du maître. Petits, rigides, les amateurs appréciaient ces tableaux de cabinet qu'ils pouvaient tenir dans les mains pour y admirer la finesse de la couche picturale. La touche du pinceau, qui glisse bien mieux sur du bois que sur une toile, ne s'y voit quasiment pas. Moins fragile, on supposait aussi que ces panneaux de bois traverseraient mieux le temps. C'était sans compter sur quelques petits accidents de parcours. L'Indifférent a fait l'objet d'un vol assez spectaculaire en août 1938. En fait, on l'a retrouvé au bout de 15 jours. Mais malheureusement, l'exalté, on va dire, qu'il avait subtilisé parce qu'il trouvait que les tableaux du Louvre n'étaient pas présentables, avaient été massacrés par les restaurateurs. On dit qu'il y avait un diabolo tendu entre les mains de l'Indifférent, donc qui était peint sur les vernis. Donc c'était sans doute une fantaisie. On avait voulu peut-être expliquer le geste de l'Indifférent qui n'avait pas été compris comme un geste de danseur. Voilà, donc ce tableau est volé et retrouvé 15 jours après, malheureusement, avec pas mal de dégâts sur la couche picturale. Donc le rapport dit peinture lavée, affadie, délayée et recouverte d'une énorme couche de vernis industriel. Donc nous sommes en face d'un tableau très atteint. Malmené par les interventions successives d'un restaurateur plein d'imagination et d'un voleur débarbouilleur, cet Indifférent, rescapé, forme un diptyque avec un autre tableau de bois de même format, La Finette. Certains ont voulu voir, dans les plis très marqués de la culotte du danseur, une réaction à la musique que jouerait pour lui la belle. Une fois encore, les titres peuvent être trompeurs. Mais cette lecture érotisée du tableau ne fait pas l'unanimité. Et s'il faut trouver un lien entre ces deux panneaux, c'est plutôt l'analyse de leur support qui va nous le donner. Un peintre compose habituellement son tableau dans le sens du fil du bois. En analysant les supports de l'Indifférent et de La Finette, on a constaté que ces deux tableaux ont été peints dans le sens contraire du fil du bois et que leurs cernes sont identiques. On en déduit qu'ils proviennent d'un même panneau de bois. Débité dans le sens de la longueur du tronc, ce panneau a été tourné à l'horizontale, coupé en deux, pour être ensuite peint à la verticale. Rigides, solides, ces panneaux n'en sont pas moins fragiles. Ils peuvent être attaqués par les vers, se fissurer, voire rompre. Mais ce qu'ils craignent le plus, ce sont les déformations naturelles. En séchant, le bois se courbe. Pour éviter qu'il ne gondole trop, on appliquait au revers du tableau un système de lames de bois qui l'empêche de se cintrer. On dit d'un panneau ainsi renforcé qu'il est parqueté. Ouais. Ça, on est sur vraiment ce qu'on appelle le parquetage à la française, magnifique, très bien aligné, donc un bois parfait en fait, quoi. Alors que là, vous voyez, on est sur un résineux qui est déjà complètement différent, vous voyez, avec des cernes très larges, débités sur d'os, donc des bois qui sont beaucoup plus réactifs. C'est pas du tout la même qualité de parquetage. Et celui-là n'est pas. Ah non, celui-là comme celui-là, oui, ils ont conservé leur revers original. Hein. Vous voyez, donc on voit tout à fait les traces de sciage original qui ont débité le panneau, à part des biseaux, donc ce qui est normal, donc qui est un rabotage. Mais par contre, c'est des panneaux qui sont tout à fait dans leur état original. Et l'assembler dans un parc, c'est pareil. Vous avez les stries de la scie originale, donc déjà pour nous, c'est réconfortant parce qu'on sait déjà que c'est l'épaisseur originale du panneau, on n'y a pas touché. Certains panneaux de meilleure qualité ont pu garder leur revers original. Rares sont ceux qui ont conservé leur format d'origine. Ils n'ont pas été coupés comme cela se faisait sans scrupule à l'époque, mais étonnamment agrandis. Ces mystérieux agrandissements sont encore aujourd'hui inexpliqués. Était-ce une intervention du peintre qui aurait décidé de modifier sa composition ? Il est plus probable d'envisager que ces interventions aient été opérées bien plus tard par les propriétaires, soit pour assortir le format du tableau récemment acquis à un autre et créer ainsi deux pendants, soit pour adapter le format du tableau à un cadre de valeur préexistant qu'il serait dommage de ne pas utiliser, soit pour pallier l'altération naturelle du bois. En vieillissant, le panneau se rétracte, il faut alors tout simplement boucher les trous. Ce n'est pas que le cas de Watteau, hein, ce sont des choses assez courantes dans la peinture ancienne. Il faut dire qu'on n'avait pas le respect
que nous avons aujourd'hui à l'égard de ces tableaux si précieux, de ces chefs-d'œuvre. La peinture, c'était aussi quelque chose de vivant et de décoratif. Ils étaient placés souvent, par exemple, dans des boiseries au XVIIIe siècle, au-dessus des portes, par exemple. Quand on en a fait des tableaux de musées ou de collections, c'est-à-dire quand on les a détachés parce que la mode avait changé et qu'on les a transformés en tableaux de chevalet, encadrés, avec de nouveaux cadres, on a modifié les formats. Je pense que ça a pu être aussi un truc de Watteau qu'il a commencé avec un panneau et puis... il s'est dit, non, finalement, je préférais que ça soit plus grand. Mais bon. Et c'est toujours les petits morceaux comme ça qui sont ajoutés. Pourquoi ça fait si petit? Mais on a ça aussi dans la table de Rubens, l'arc-en-ciel. C'était le Rubens qui l'a ajouté parce qu'il a décidé que la composition n'était pas très bien équilibrée et il a ajouté un bar, un bar en bas de ce grandeur. Oui, mais ça Mais ça pour un tableau de cette grandeur. Oui, ça je comprends. On avait la même chose pour un David. On a cru que c'était un agrandissement au dernier moment. C'est peut-être David qui l'a voulu. Mais c'est vrai que ce sont les artistes qui composent aussi de manière absolument au millimètre près. Mais là, ça n'a pas été. Ces mystérieux agrandissements qui échappent à nos experts ne sont pas les seuls préjudices subis par ces panneaux. L'un des plus célèbres, l'Assemblée dans un parc, a lui tout simplement été repeint par un de ses propriétaires qui n'a pas hésité à changer quelques couleurs. Le bleu du ciel et son reflet dans l'eau sont issus d'un pigment, le bleu de cobalt, qui n'existait pas à l'époque de Watteau. Depuis sa réalisation, ce tableau a donc changé de format et de couleur. Malgré cela, nos spécialistes vont tenter d'en analyser la technique et les méthodes de composition de notre surprenant Watteau. L'artiste a construit, en fait, a travaillé tout le paysage et après, par-dessus, il y a les personnages qui sont peints. En fait, on se rend compte à l'examen rapproché que sous certains personnages, on voit clairement les touches qui viennent d'en dessous et qui montrent qu'en fait, les personnages ont été clairement faits par-dessus. Watteau ébauchait très rarement personnages et paysages simultanément. Dans l'Assemblée dans un parc, il a plaqué des figures sur un paysage préalablement composé. Mais ce n'est pas sa méthode habituelle. Oui, normalement c'est l'inverse. D'autres cas où c'est le paysage qui vient postérieurement. Oui. On a toujours trouvé dans les peintres tableaux de Belin qu'il a d'abord peint les figures, les personnages et après le paysage. Comment donc notre très productif peintre élaborait-il ces tableaux? S'il était plus inspiré par les personnages que par le fond, il commençait par placer des figures, sans idée préétablie du paysage dans lequel elles allaient devoir s'intégrer. Une fois le paysage choisi, il faut alors rechampir. C'est une opération assez délicate qui consiste à raccorder les deux surfaces de peinture adjacentes le plus harmonieusement possible. Mieux vaut être assez adroit. Mais s'il était plutôt inspiré par le fond, il élaborait sa composition d'ensemble tout en laissant des parties vierges dans lesquelles pourraient venir s'intégrer les figures, une fois l'inspiration revenue. Mais parfois, il lui était demandé de compléter le paysage d'un autre et d'y poser ses propres figures. Sans scrupule. Est-ce qu'on veut parler donc de la question éventuelle d'une collaboration entre un paysagiste et un peintre de figures? Il y a des mentions anciennes. Donc... Là, ce ne serait même pas du ressort de la collaboration, mais justement c'est pour ça que je serais curieux de savoir. Comment expliquez-vous que les craquelures s'arrêtent juste aux figures? Il a peut-être repris à cet endroit-là. En termes d'harmonie visuelle, les figures tranchent par leur coloris avec le reste. Il y a ici un disparate entre les figures et le fond qui me ferait volontiers penser à des figures ajoutées sur un paysage de quelqu'un d'autre. Mais ce paysage est, je crois, sans question de Watteau. Les arbres, le pain italien, le pain parapluie, parasol, et
ces arbres, comme il y a un peu de ciel au milieu comme ça, c'est tout typique de Watteau. Et même le craquelure, on le trouve partout. Je crois, il n'y a pas de raison de croire que le paysage est une autre main. La confrontation des regards et la passion de chacun auront eu le mérite de poser cette question quelque peu taboue pour ce chef-d'œuvre. Certains collectionneurs aimaient mieux de la peinture sur support rigide. Pour autant qu'on sache, Watteau n'a pas peint sur ardoise ou sur marbre comme d'autres l'avaient fait au XVIIe siècle. Mais on sait aussi que certains tableaux ont peut-être été peints sur bois, je dirais avec une certaine économie, c'est-à-dire que c'est un panneau de carrosse qui a été découpé en deux et qui a donné lieu à deux tableaux qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et ce que beaucoup des contemporains disent du faible soin de Watteau, il peut y avoir tout bêtement l'envie de peindre comme Picasso pouvait dessiner sur une nappe de restaurant sans s'interroger directement à la destination. Et c'est, je pense, le problème d'un certain nombre de tableaux de Watteau que l'on s'arrachait, mais qui ne tenaient pas forcément bien dans les intérieurs, et donc que l'on agrandissait légèrement avant de leur mettre une bordure, un cadre, et d'une certaine façon, la sacralisation de la taille de la place initiale est quelque chose d'assez tardif. Il faut attendre la Révolution française pour qu'on dise qu'il a été scandaleux d'agrandir des tableaux et encore plus d'en découper. Mais revenons une dernière fois au Gilles, qui n'a pas fini de diviser nos spécialistes. Donnez le présent. Exposez un peu vos arguments pour dire pourquoi vous croyez que c'est pas de Watteau. Alors, de dire que je crois que c'est pas de Watteau, c'est peut-être pas exactement la chose. C'est un tableau qui n'a absolument rien à voir avec tout le reste de ce qu'on connaît de l'œuvre de Watteau. C'est un tableau, on l'a répété, qui n'apparaît que vers 1800. C'est un tableau qui pose problème et il n'y a pas de dessin préparatoire. Ça peut être le cas d'autres tableaux, et c'est un tableau qui, pour nous tous, moi y compris, est associé depuis notre enfance à l'œuvre de Watteau. C'est-à-dire que l'œuvre de Watteau repose sur le Gilles, l'embarquement, le pèlerinage à l'île de Cythère, et donc qui fonde même notre image de Watteau. Je ne dis pas qu'il n'est pas de Watteau, je ne fais pas d'attribution ou de contre-attribution. Il est très atypique. Je ne vais pas au-delà, mais je propose de poser la question: que serait Watteau sans le Gilles? Ce qui ne veut pas dire que le Gilles n'est pas de Watteau. Et que serait le Gilles sans Watteau? Et que serait le Gilles sans Watteau? Premièrement, les tableaux à grande figure sont toujours différents. C'est pas ce qui fait de mieux. Oui. Vous avez justement le contre-exemple des tableaux qui est très réussi. Deuxièmement, les tableaux, quand ils sont de grande figure, ne ressemblent pas aux tableaux sur la petite figure, c'est évident. Et là, il y a quand même des morceaux qui sont incroyablement Watteau, je veux dire, qui rappellent des figures. Et je vous le montrais tout à l'heure. Moi, je trouve que la petite dame, là, elle est d'une exécution et d'une technique qui est archi Watteau, notamment avec les reprises au pinceau des sourcils et des lèvres. Ça, il y a aussi autre chose, c'est la gamme des couleurs, quand même, qui est une gamme qui est archi Watteau. L'accord du rose et du blanc à la Manet est extraordinaire. Que l'on trouve aussi dans les premiers portraits d'Oudry. Oui. Et la question pour moi, c'est si ce n'est pas de Watteau, qui pouvait le peindre? La psychologie des visages, la couleur des visages, tout ça c'est de Watteau. La conception c'est de Watteau. Et même si nous ne savons pas la destination, nous pouvons juger l'auteur. C'est tout. L'essentiel du mythe de Watteau repose sur ce tableau autour duquel on a construit soit un autoportrait du peintre malade, soit même une image du Christ. D'une certaine façon, une partie de la profondeur et du Watteau mélancolique, mythe inventé au XIXe siècle, repose sur ce tableau.
Faut-il arriver à penser Watteau sans le Gilles? Est-ce que le peintre y perd? Je suis sûr qu'il y perd énormément. D'abord, il y perdrait un chef-d'œuvre. Il y perd aussi une partie de son mythe. Il n'empêche que ce tableau me laisse quand même extrêmement perplexe. Et pour ma part, j'ai été amené à essayer de repenser Watteau sans le Gilles, tout en restant un peu embarrassé d'appauvrir ainsi l'œuvre du peintre. Personnellement, je pense qu'il n'y a vraiment pas de doute sur l'attribution du tableau à Watteau. Tant pis, si au fond on n'a pas de source, pas de document, c'est quand même dans sa carrière qu'il faut quand même placer et continuer à chercher. Hein. Peut-être qu'on trouvera. Ce n'est pas malsain non plus de se poser la question. Hein. Je crois qu'il faut toujours repartir de zéro et puis discuter, parce qu'au fond, on peut aussi se tromper. Enfin, mon point de vue, c'est que je crois qu'il n'y a vraiment pas de doute sur l'attribution. Autrefois, toile flottante trouvée chez un brocanteur qui tenait à s'en débarrasser, aujourd'hui pièce maîtresse de la collection du Louvre, ce mystérieux Gilles aura tout vécu. Disparu pendant près d'un siècle, réentoilé, amputé, il aura fait couler beaucoup d'encre, inspiré les plus folles hypothèses. Il n'en demeure pas moins toujours aussi fascinant. Et comme tous les autres Watteau du Louvre, il ne cesse de nous interroger. Qu'il soit confronté au regard aussi expert qu'amoureux de spécialistes venus du monde entier et prêts à tout questionner, ou simplement présentés aux visiteurs du musée, les œuvres de Watteau, leurs secrets et leurs mythes ont encore de beaux jours devant eux.